Bonjour à tous, je suis Éléonore Blondeau, New Project Manager chez Eternity Systems, qui est une entreprise dont le siège est à Perpignan, qui existe depuis 25 ans, entreprise familiale qui est dirigée par les cofondateurs et qui n'avait jamais communiqué jusqu'à l'année dernière. Donc, pas de site web, pas de réseaux sociaux, pas de présence sur événements, rien du tout, mais en fait, qui depuis 25 ans est laveur industriel de contenants et emballages réemployables à l'échelle internationale, puisque nous avons 16 centres de lavage industriel en Europe et en Amérique du Nord. Et donc, j'ai moi-même été recrutée au courant de l'année dernière pour accompagner l'entreprise, d'une part dans sa transformation, dans les méthodes de travail, la collaboration avec les acteurs des territoires, mais aussi de développer la notoriété de l'entreprise. Et vous allez le voir, développer des nouveaux secteurs d'activité où l'expérience industrielle dans le lavage de contenants et emballages réemployables, mais aussi le stockage et le transport de marchandises du groupe pourrait permettre de développer le vrac et le réemploi. Bon, je vais passer sur les aspects réglementaires puisque je pense qu'on en a eu largement la présentation ce matin. Voilà en quelques chiffres l'entreprise. Donc, on a un peu plus de 1200 collaborateurs dans 6 pays. On est en France, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, aux États-Unis et au Canada. Et en ce qui concerne la France, on a 4 centres de lavage aujourd'hui. Un dans le 91 en Île-de-France, à Lys. Un à Cavaillon, évidemment, pour la région sud. Un à côté de Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine, à Cestas. Et on vient de faire une acquisition en Bretagne, à Trémorel. Et donc, chacun de nos centres de lavage à travers le groupe lave en moyenne 400 000 unités par jour, avec des lignes qui sont très automatisées, avec une seule action humaine de toute la ligne, jusqu'au très peu automatisé selon les volumes à traiter. Donc, notre cœur de métier historique, c'était sous la marque MT System, où on lave et on continue de développer cette activité, ce qu'on appelle des caisses de transport de fruits et légumes, mais aussi de viande, de poisson, de boulangerie, ainsi que des palettes pour la grande distribution. Donc, en fait, vous allez dans n'importe quel supermarché, vous avez les fruits et légumes qui sont dans des caisses vertes et noires. Ben, nous, globalement, on en lave un peu plus de 700 millions par an. Donc ça, c'est l'activité historique du groupe, c'est ce qui en fait le leader mondial sur ce marché-là et pour lequel il y a un très haut niveau, d'une part, de productivité, mais aussi de garantie QHSE. Donc, on est ISO 9001, ISO 45001, HACCP, voilà. Et on réalise aussi un certain nombre de tests d'hygiène microbio et bactériologique, allergènes, pathogènes en fonction des contenus lavés, parce que c'est ça l'enjeu aussi d'un laveur, c'est de pouvoir adapter ses process en fonction du contenu et du contenant et du rapport entre le contenu et le contenant. Parce que une viande dans un bac en verre ne réagit pas pareil dans un bac en plastique ou dans un bac en inox. Et donc, ce n'est pas les mêmes tests nécessairement qui doivent être réalisés. Ce n'est pas les mêmes process de lavage, de stockage, de séchage. Donc, notre savoir-faire à nous, c'est d'une part de co-construire avec le fournisseur la ligne de lavage la plus adaptée au préalable du lancement de l'activité, de mettre en place les process qualité et de productivité correspondant aux enjeux du client et ensuite de pouvoir aussi faire évoluer ces équipements. Et nous, en l'occurrence, on a une équipe de techniciens de maintenance dans chaque pays ainsi qu'une équipe d'ingénierie en mécanique, mécatronique et électronique qui permet de développer sur mesure et adapter sur mesure chacune de nos lignes de lavage. Donc, finalement, vous ne retrouverez nulle part ailleurs les mêmes machines que chez nous. Donc, moi, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter pas l'entreprise, mais en fait, vous donner aussi les enjeux de ce que peut être le lavage industriel, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui, parce qu'il y a, il y a la pression réglementaire, achètent une ligne de lavage, se fournissent globalement auprès de 3 principaux fournisseurs. Et puis, hop, c'est parti.
alors qu'en fait, il y a quand même des vrais enjeux pour garantir la sécurité alimentaire des consommateurs et puis aussi assurer une productivité, notamment un retour sur investissement. On en parlait juste avant, la communauté de communes, elle perd de l'argent aujourd'hui sur cette activité. C'est pas viable à long terme. Si on veut que le réemploi soit durable, il faut aussi qu'il soit économiquement. Et donc, il y a un vrai enjeu sur cet aspect-là de maîtriser les coûts. Et donc, on a développé, nous, récemment, 2 nouvelles activités, et notamment CPS, qui vise à laver des contenants et emballages primaires, donc pots, bocaux, tupperware, gobelets, bouteilles et bacs gastro pour la restauration collective. Et l'ensemble de ces activités sont soutenues par un vrai suivi en temps réel de où se trouve l'emballage, à quel moment de la chaîne, pour permettre aux détenteurs de l'emballage de suivre finalement ses stocks, parce qu'effectivement, le réemploi, ça nécessite aussi une gestion de ses stocks, et de pouvoir proposer, parce qu'on le sait, les périodes d'été, forcément, il y a moins de consommation, donc si on a un stock de contenants réemployables, il faut pouvoir les stocker quelque part, vu qu'ils sont moins utilisés. Et parfois, les cantines collectives ou la restauration collective n'a pas toujours les surfaces de stockage adaptées. Donc, nous, on propose à la fois ces surfaces de stockage, mais aussi des solutions de transport. Donc, finalement, un laveur industriel, en tout cas, nous, comment on voit le modèle, c'est un acteur qui est sous-traitant de la personne qui possède le parc d'emballage réemployable, qui peut aussi bien être directement la cuisine, la restauration collective, mais aussi un facility management. Certains ont été évoqués, Sodexo, Elior, Compass. L'intérêt de pouvoir passer par un sous-traitant du type Sodexo, Elior, etc., c'est qu'ils peuvent mutualiser un parc et donc standardiser aussi le format du parc, tant en termes de format que de matière, pour permettre en fait une standardisation au niveau de l'ensemble des acteurs et donc permettre d'améliorer encore les effets d'économie d'échelle du point de vue économique, opérationnel, puisqu'on lave toujours le même produit, donc ça facilite la mise en œuvre. On lave, on stocke et on transporte, parce qu'évidemment, ce n'est pas que le lavage. Et on optimise aussi, évidemment, la partie écologique, tant sur la partie transport, mais aussi sur les consommations d'eau et d'énergie au moment du process. Donc, c'est vrai que nous, on est plutôt favorable à ce qu'on appelle le modèle washer-puller, c'est-à-dire qu'il y a un puller donc, qui peut être, nous, au final, ça peut être la région sud, voilà, c'est peu importe, entre guillemets, on n'a pas de préférence, mais l'idée de passer par un puller qui permet de mutualiser un parc, par exemple, de bacs GN, vous les avez évoqués ce matin, pour que tout le monde utilise les mêmes bacs, permet d'améliorer le nombre de rotations par bac, mais aussi, comme je le disais, finalement, toute la chaîne de valeur derrière, tant du point de vue économique, environnemental qu'opérationnel. Et nous, ensuite, on est sous-traitant du puller. Mais évidemment, ce n'est pas le seul modèle. Parfois, on a des cuisines ou des marques qui nous demandent, qui ont acheté eux-mêmes leur propre parc. Et dans ce cas-là, on est sous-traitant directement de la cuisine ou de la collectivité ou de la marque. Donc, le laveur industriel, quand il est donc externalisé, évidemment, vous avez bien compris quand on parle de ce cas-là, il va d'abord collecter. Alors, il y a des acteurs qui font la collecte qu'on appelle urbaine, c'est-à-dire de restaurant en restaurant, de cuisine en cuisine, en triporteur par exemple, ou en mobilité électrique, pour ensuite amener vers un point de massification. En ce qui nous concerne aujourd'hui, nous, on ne sait récupérer qu'en point de massification, puisqu'on a plutôt des camions complets aujourd'hui pour en fait limiter le nombre de transports, mais plutôt les massifier. Mais on travaille avec des partenaires, sur des partenariats pour aussi pouvoir contribuer à la logistique urbaine. Une fois que ces contenants sont collectés, il faut soit ils ont été triés et vérifiés sur le point de collecte, ou alors on les emmène sur notre centre et c'est à nous, en tant que laveurs, de trier par référence les emballages, de vérifier qu'ils sont compatibles à une nouvelle boucle de réemploi, de les réparer pour ceux qui le sont,
pour ceux qui sont réparables, entre guillemets, donc les caisses, les palettes notamment, quand c'est le cas, puisqu'évidemment, les bacs de la restauration collective, il faut aussi pouvoir les transporter, on en parlait ce matin, et l'idéal, c'est de les transporter sur des palettes réemployables. Donc, il existe notamment Chep qui fait de la palette plastique réemployable. Aujourd'hui, c'est aussi finalement comment réfléchir sur l'ensemble de la chaîne de valeur, la démarche zéro déchet et réemploi. Ensuite, donc, une fois qu'on a trié, vérifié et éventuellement réparé les emballages, on les met sur la ligne de lavage, on les désinfecte, on les sèche et puis on les repackage. Donc, je détaillerai tout à l'heure. Une fois qu'ils sont repackagés, soit on les renvoie directement vers le lieu de la cuisine centrale finalement, soit il va y avoir, s'il y a besoin, une capacité de stockage, en tout cas chez nous. Et après, c'est donc soit le pooleur, soit le propriétaire du parc qui va ensuite redispatcher entre le consommateur, entre guillemets, professionnel et consommateur final, si on parle aussi des emballages pots, bocaux, gobelets, le verre, les couverts. Voilà, donc en fonction de quel emballage on parle, c'est ensuite le propriétaire de ces parcs qui doit gérer cette expérience consommateur. Ouais. Donc ici, je vous ai mis quelques exemples finalement de modèles de réemploi. Celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est le cas 2, mais j'ai laissé les cas 1 et 3 parce que finalement, on peut s'en inspirer pour la restauration collective. Donc, notamment, nous, le cas 1, c'est vraiment celui sur lequel on travaille depuis 25 ans, où en fait, notre client principal, donc notamment là sur les fruits et légumes, donc détient un parc de caisses réemployables qui mutualisent entre différents distributeurs. Donc, il peut y avoir Carrefour, Aldi, etc., qui utilisent tous les mêmes caisses, même s'ils sont concurrents finalement. Quand les caisses sont sales, elles sont mises en centre de massification, emmenées chez nous. Une fois qu'elles sont propres, elles sont renvoyées vers le producteur de fruits et légumes qui les remplit, qui les renvoie vers la plateforme logistique du distributeur, qui les distribue vers ses magasins et ensuite qui les renvoie sales vers la plateforme, etc. Et ça fait une boucle. Et en fait, ça, sur la partie bac gastronome pour la restauration collective, c'est finalement un peu le même modèle. Il pourrait y avoir donc un pooler qui pourrait être la région sud, en ce qui nous concerne aujourd'hui, par exemple, ou Sodexo, enfin voilà, je cite des exemples, mais c'est voilà, qui en fait détient un parc de bacs gastronomes. Donc il peut y avoir plusieurs références possibles, évidemment. L'idée est quand même de limiter à moins de 5 ou 10 références si possible. Donc, il détient ces bacs. Une fois qu'ils sont donc sales, ils sont emmenés sur un point de massification, emmenés chez nous, lavés, préparés, resséchés, désinfectés, etc. Renvoyés propres vers la cuisine centrale, qui va les dispatcher vers les différentes cuisines ensuite, qui vont les renvoyer ça vers la cuisine centrale, etc. Donc, finalement, c'est le même principe. Et sur les emballages primaires, donc ce qu'utilise finalement le consommateur final, donc quand on parle de les élèves, les personnes âgées, en situation âgée, ou etc. Donc les Tupperware, les gobelets. Là, c'est souvent un autre type de pooler, entre guillemets, parce que l'expérience et la boucle n'est pas forcément tout à fait la même. Notamment, souvent, il y a un enjeu de gestion de la consigne avec le consommateur final qui permet en fait le fait que la boucle soit bouclée. Alors, cette consigne, elle peut être matérielle ou immatérielle. Elle peut aussi ne pas exister. Il peut y avoir entre guillemets soit une consigne, ce que j'appelle upfront, c'est-à-dire quand vous utilisez l'emballage, comme typiquement dans les festivals, au moment de prendre votre boisson, vous payez là 1 €, 2 €. Mais il peut y avoir aussi une consigne aval où vous ne payez rien au moment où vous utilisez le contenant, et c'est si seulement vous ne le rendez pas, alors vous êtes débité d'une consigne.
Donc, voilà, donc il y a les deux systèmes aujourd'hui dans le marché qui existent. Donc, nous, en tant que laveur, on n'a pas notre mot à dire sur le sujet. C'est le marché qui dira ce qu'il préfère à terme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les acteurs qui sont sur ce marché-là, il y a les deux systèmes qui fonctionnent pour l'instant. Donc, pour le consommateur, enfin les emballages primaires, le propriétaire donc, des emballages, finalement, son métier, c'est de s'assurer que le bon contenant est au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire que l'emballage propre est dans les mains du restaurateur, et donc qui peut les remplir pour les mettre dans les mains du consommateur final. Il doit aussi gérer la mise en place des points de collecte. Et quel type de points de collecte? Est-ce que c'est via ce qu'on appelle des RVM? Donc, c'est des machines automatiques de récupération des emballages qui peuvent donc rendre une consigne, matérielle ou immatérielle. Donc, il faut, choisir quelle technologie de points de consigne, 2, les positionner, 3, quelle traçabilité de cette consigne, quelle traçabilité des contenants aussi, pour éviter évidemment des fuites de contenants qui seraient donc jetés ou conservés par les consommateurs. Une fois qu'ils sont récupérés, donc qu'ils soient bien massifiés pour être renvoyés vers le laveur industriel qui va donc, comme je disais, les trier, les vérifier, les réparer, les laver, les désinfecter, les sécher et éventuellement les stocker, puis les renvoyer propres à nouveau vers un point de massification ou l'industriel qui va les remplir ou les restaurateurs qui vont les remplir. Voilà un peu les modèles qui existent. Bon, je ne vous ai pas forcément parlé aujourd'hui de la partie industrie, mais évidemment, le lavage d'emballages secondaires et tertiaires comme des caisses, des palettes, des seaux, des silos, tout ce qui est silo et trémies, notamment aussi pour la distribution en vrac, c'est possible pour l'industrie agroalimentaire, mais aussi pour toutes les autres filières finalement industrielles, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, je voulais détailler avec vous les étapes sur lesquelles vous puissiez vous poser afin de pouvoir débuter dans les meilleures conditions la collaboration avec un laveur industriel externalisé. Déjà, évidemment, il s'agit de savoir de quel emballage on parle et donc, si possible, de détenir la fiche technique de cet emballage et qui permettent notamment d'informer sur quels matériaux, quel format, quel système de fermeture. Donc, on a parlé ce matin des systèmes de scellage, donc avec tout ce qui est opercule. Ça, c'est très important de l'indiquer au laveur parce que, comme je le disais dans le chat, les opercules, c'est super pour l'hygiène et la sécurité alimentaire et pour l'étiquetage. Par contre, effectivement, du point de vue du laveur, ça peut et ça laisse très souvent des résidus d'opercules sur les bords d'emballage qui nécessitent aujourd'hui un grattage manuel, ce qui évidemment implique un coût humain assez important et qui freine aussi la productivité évidemment de la rotation d'un emballage pour le remettre le plus rapidement possible en utilisation dans la boucle de réemploi. Parce que l'enjeu pour les détenteurs de parcs d'emballages réemployables, c'est évidemment d'avoir le moins de stock, en fait, de ne pas avoir à dupliquer les emballages. Et donc, plus ils tournent rapidement, moins vous aurez à acheter d'emballage au départ. Donc, l'investissement de départ est moindre. Donc, voilà, l'enjeu est de réussir à avoir des boucles très rapides pour que le parc fasse un maximum de rotation, autant du point de vue économique que du point de vue écologique, évidemment. Donc, le système de fermeture, c'est aussi important. Donc, l'idéal, quand vous contactez un laveur industriel, c'est de savoir de quel produit il s'agit et d'avoir le maximum d'informations sur ce produit. Et éventuellement même d'avoir à disposition des échantillons avec le type de salissure. Donc justement, indiquer le type de salissure. Donc aujourd'hui, on est dans la restauration collective, donc ce sera principalement de la salissure alimentaire. Mais c'est aussi important de savoir, par exemple, dans cet emballage-là, ce sera que la salissure type salade, donc à froid, sans grands enjeux de salissure. Et par contre, dans ce type d'emballage-là, il y aura des gratins, des ratatouilles et des lasagnes. Bon, là, il y a un enjeu de salissure qui est largement supérieur.
Donc voilà, donc aussi préciser, si vous avez plusieurs emballages dans votre pool d'emballages réemployables, d'indiquer par type d'emballage quelles sont les salissures qu'on devrait retrouver. Ensuite, concernant l'étiquetage, donc évidemment, préciser si il y a un étiquetage qui est réalisé, où sur l'emballage il est réalisé, quelle est la matière de l'étiquette, le type de colle et le type d'encre, et si cette étiquette doit être maintenue ou supprimée au lavage. Parce qu'il y a des étiquettes lavables, il y en a qui sont hydrosolubles. Donc voilà, donc ça c'est important aussi de le préciser, évidemment. Ensuite, de savoir si vous avez un lieu de massification pour rassembler l'ensemble de vos emballages sales et récupérer l'ensemble des emballages propres. Ou si vous n'en avez pas, et dans ce cas-là, il faudra absolument passer par de la livraison urbaine, donc ce que j'appelle au porte-à-porte, ce qui peut évidemment faire évoluer le cycle logistique et le coût. Quels sont les modes de transport adaptés à votre région? Parce qu'on l'a vu juste avant, quand c'est montagneux, évidemment, le triporteur, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Donc, de savoir si vous avez des conditions par rapport à ça, quelles sont vos attentes sur les volumes à récupérer et à transporter et la fréquence de ces transports. Lorsque vos emballages sont récupérés sales, sous quel format vont-ils être récupérés? Est-ce qu'ils sont tous déjà triés, palettisés? Est-ce qu'ils sont mis dans des caisses par type de référence? Est-ce qu'ils sont mis dans des cartons? Est-ce qu'ils sont mis dans des caisses en bazar? Est-ce qu'ils sont sur des palettes ou pas? Enfin voilà, l'idée c'est de savoir dans quel format on va les récupérer pour ensuite savoir comment on va devoir les transporter et ensuite savoir si ça va faciliter le tri ou pas. Évidemment, le plus c'est fait par référence et c'est standardisé, évidemment, le moins ça coûte cher. Derrière, ça permet d'automatiser et de réduire les temps de traitement. C'est ensuite envoyé vers le centre de massification ou de lavage, donc. À l'entrée, un point à décider aussi avant de collaborer, c'est quid finalement des emballages qui sont récupérés en mauvais état. Donc, il y a eu trop de traces de couteau, il y a certains emballages en verre qui sont fêlés, il y a des emballages en inox qui ont des traces bizarres, colorées. Enfin voilà, il commence à y avoir des marques de rouille. Bref, ça peut avoir plein d'aspects différents. Mais donc, il faut se poser la question, avant de commencer une collaboration, c'est une fois qu'on récupère, nous, laveurs, des emballages qui ne peuvent pas refaire une boucle de réemploi, qu'en faisons-nous? Est-ce qu'on vous les renvoie? Est-ce que vous voulez qu'on gère nous-mêmes leur fin de vie? Et dans ce cas-là, c'est une prestation particulière. Est-ce qu'il faut les réparer? Voilà, donc il faut se poser cette question-là. Sachant que tous les emballages réemployables doivent être recyclables aujourd'hui du fait de la loi AGEC. Ensuite, l'emballage lui-même. Est-ce qu'il doit être tracé à titre unitaire, c'est-à-dire j'ai mon Tupperware numéro 4301 et j'ai mon Tupperware numéro 4302, ou est-ce que je veux juste savoir que j'ai 2 Tupperware? Aujourd'hui, le marché en France n'est pas clair encore sur ce point-là. Donc, selon vous, votre décision, c'est important de le préciser et aussi de savoir quelle est la technologie qui permet de les tracer. On retrouve notamment le QR code ou la RFID. Donc ça, pareil, si ça doit être suivi, c'est évidemment une spécificité dans le process du laveur qui doit pouvoir permettre d'avancer sur ces sujets-là. On crée la défothèque. Donc ça, j'aurais peut-être dû le mettre avant le quid des emballages défectueux. Mais en gros, la défothèque, c'est un document qu'on co-construit avec le client en avant de la collaboration, qui permet, avec des photos visuelles, de dire, voilà, moi, si après lavage, par exemple, il me reste 0,5 mm d'étiquette, je l'accepte. Si c'est 1 cm, je ne l'accepte pas. En amont du lavage, si j'ai n'importe quoi, si j'ai 3 coups de couteau, je ne l'accepte pas. Si j'en ai 2, je l'accepte. Voilà, bref, c'est d'essayer un peu d'avoir, du point de vue visuel, en amont et en aval du lavage et de la désinfection et du séchage,
qu'est-ce que, en tant que propriétaire de mon parc d'emballages réemployables, j'accepte pour relancer dans une boucle de réemploi ou je refuse pour partir en réparation ou en recyclage. Il faut être clair aussi sur vos attentes QHSE. Nous, en ce qui nous concerne chez Eternity System, vu que ça fait 25 ans qu'on lave des produits directement en contact avec les produits alimentaires, on est déjà évidemment HACCP, ISO 45001, ISO 9001, on a même certains sites qui sont ISO 14001. Et en ce qui concerne les emballages primaires, on va être ISO 22000 ou IFS. Et comme on fonctionne en 3-8, chacune des équipes réalise des prélèvements quotidiennement pour vérifier qu'à tout moment, tout est OK du point de vue microbio, bactériaux, pathogènes, etc. Enfin, si vous avez dans vos plats des produits bio, parfois, il peut y avoir des obligations pour conserver la labellisation bio, que l'ensemble du process, entre guillemets, soit biocompatible. Donc ça aussi, c'est important de vous renseigner de votre côté sur les exigences particulières du label bio pour qu'ensuite, nous, on puisse voir si on peut y répondre ou pas. Ensuite, après le, donc là, on a, donc, voilà. Après le lavage, la désinfection et le séchage, à nouveau, il ne faut pas palettiser. Là aussi, c'est à vous de nous dire quelles sont vos attentes sur cette palettisation pour faciliter le transport des emballages, que ce soit des bacs ou des pots, enfin, n'importe quel type d'emballage. Et évidemment, si on essaie d'être un petit peu cohérent, nous, on pousse à privilégier l'utilisation de caisses de transport, d'intercalaires réemployables ou de palettes réemployables, sachant que sur l'ensemble de nos sites, on peut laver à la fois les emballages primaires et les emballages secondaires et tertiaires. Indiquez si vous avez des besoins de stockage, quels sont les volumes, quelles sont la durée. Parfois, on a des clients qui nous demandent de faire de la préparation de commandes, c'est-à-dire de remplir des caisses avec des couverts pour 2 personnes, etc. Donc ça s'appelle la préparation de commande, ou de séparer des lots de bacs gastro. Voilà, donc ça c'est aussi du temps de manutention, et donc c'est bien de le prévoir en amont de la collaboration. Et puis le retour, même question qu'au départ. Donc ça, c'est vraiment les étapes très détaillées. Et dans l'idéal, si vous réfléchissez à tout ça avant de contacter un laveur industriel, ça ira beaucoup plus vite dans la mise en œuvre ensuite de la collaboration. Mais évidemment, on vous accompagne pour, in fine, avoir toutes ces infos avant de lancer opérationnellement le lavage. Donc là, on vous a mis quelques exemples de ce à quoi ressemblent aujourd'hui nos centres. Donc nous, c'est vrai qu'on est un acteur inconnu de l'écosystème et pourtant assez significatif, puisque nos centres font entre 10, 15 jusqu'à 20 000 mètres carrés chacun. Donc, c'est assez important. Et on a un vrai savoir-faire dans l'automatisation des process. Attention, automatisation ne veut pas dire nécessairement suppression d'emplois. Chez nous, automatisation veut avant tout dire réduction de la pénibilité du travail. Et d'ailleurs, si vous venez chez nous, beaucoup d'opérateurs sont là depuis 10, 15, voire jusqu'à 20 ans. Et ils seraient ravis de vous raconter en quoi, pour eux, l'automatisation, ça a vraiment été un bénéfice, puisque leurs contraintes quotidiennes ont vraiment été diminuées et leurs postes ont évolué, où avant, ils étaient un élément de la boucle, de la chaîne, en fait, et maintenant, ils sont plutôt des éléments, entre guillemets, de surveillance, c'est ce qu'on appelle les opérateurs de ligne, c'est-à-dire plutôt des acteurs qui vont vérifier que voilà, les machines font bien leur travail, que les contenants et emballages arrivent dans le bon état à la fin, mais ils sont plus en surveillance et en déblocage qu'en action vraiment de la ligne, qui parfois peuvent être assez pénibles, honnêtement. Transporter des caisses, des piles de caisses ou de bacs toute la journée, c'est assez pénible. Aussi, on ne l'a pas écrit dans notre présentation parce qu'aujourd'hui, on est encore une ETI en transition, donc l'aspect communication chez nous, c'est encore quelque chose de nouveau. Mais en ce qui nous concerne, on fait pas mal de recrutement de personnes en zone prioritaire. Donc ça, c'est important. Et on va d'ailleurs accélérer cette stratégie de ce qu'on appelle, entre guillemets, l'emploi social en développant des nouveaux partenariats. Mais voilà, on vous en parlera un peu plus tard.
Donc voilà, donc le lavage, la logistique, la traçabilité, donc informatique aussi, ça c'est important pour permettre aux détenteurs du pool d'emballage réemployable de pouvoir savoir en temps réel où se trouve son parc en termes de stockage, de livraison, de lavage, désinfection ou séchage. Voilà. Nous, laveurs industriels, aujourd'hui, vous le voyez, c'est pas une question de savoir-faire qui nous manque, c'est aujourd'hui, on est une ETI très terre à terre et donc ce dont on a besoin pour pouvoir se développer et notamment sur la région sud. Donc aujourd'hui, on a un centre plutôt emballage caisse et palettes à Cavaillon, mais on a très envie évidemment d'ouvrir un centre plutôt emballage primaire, donc bac gastro, Tupperware, etc. Mais pour cela, il faut qu'on ait une visibilité sur les volumes attendus d'emballages réemployables qu'on aurait à traiter chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Puisque nous, on n'est pas forcément contraint financièrement dans notre développement, mais vraiment, on est juste contraint commercialement. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de clients, évidemment, on ne va pas investir. Et comme c'est un peu le serpent qui se mord la queue, on serait ravis de pouvoir échanger sur, typiquement, la ville de Marseille ce matin était là. On Est entend que encore c'est là d'ailleurs. voilà, super. On voit que c'est des volumes apparemment significatifs. On serait ravis d'éventuellement co-construire ensemble un projet, sachant que nous, on peut soit partir d'un terrain nu et construire from scratch l'usine, entre guillemets, parce que nous, on parle vraiment d'usine de lavage, soit reprendre un bâtiment existant et le réhabiliter, soit même parfois il existe des acteurs aujourd'hui dans le marché qui ont déjà réalisé des investissements, que ce soit les acteurs privés ou publics. Et nous, on est en capacité soit de racheter les équipements, soit de racheter carrément le bâtiment ou les bails. Voilà. Ensuite, on fait des investissements dans les outillages et puis la partie recrutement des talents. Enfin, un point que je voulais préciser, parce que c'est quand même significatif dans notre métier. D'une part, c'est tout ce qui est savoir gérer les enjeux ICPE. Pareil, on en parlait ce matin. L'ICPE, ce n'est pas que sur la gestion de l'eau, c'est aussi sur la gestion des parcs d'emballage réemployables, notamment plastique. Donc nous, ça c'est quelque chose qu'on maîtrise, puisque quasiment l'ensemble de nos sites sont ICPE. Et d'autre part, c'est sur la maîtrise des consommations d'eau et d'énergie. Donc, pour la consommation d'eau, l'ensemble de nos sites sont équipés de stations d'épuration, sachant que même à Cestas, en Nouvelle-Aquitaine, on est carrément en rejet naturel. Donc, on a un très haut niveau de traitement des eaux, puisque, évidemment, on ne rejette pas de produits qui ne soient pas bons pour l'environnement. Aussi, alors quelques chiffres, si je ne dis pas de bêtises, 1 litre d'eau chez nous est réemployé 300 fois dans le process, sachant qu'évidemment, le rinçage est toujours à l'eau claire, donc potable, puisque ça, c'est pour les normes agroalimentaires. Et pour la partie énergie, de plus en plus de nos sites sont équipés de panneaux photovoltaïques et quasiment la plupart sont équipés d'une technologie de récupération de chaleur et de centrifugeuses qui ont permis, en tout cas quand on les a déployées, et quand on les déploie d'ailleurs encore, d'économiser jusqu'à 40% d'énergie. Donc, ce qui est bien pour l'environnement, mais ce qui est aussi bien pour le porte-monnaie, surtout actuellement. Et donc, le porte-monnaie de nous, mais aussi de vous, puisqu'évidemment, nous, quand on fait une cotation pour laver X volume d'emballage, on prend évidemment en compte nos consommations d'eau et d'énergie et de gaz. Donc, c'est vrai que le plus on pourra être autonome sur ces aspects-là, le mieux ce sera autant pour l'environnement que pour le porte-monnaie. Donc voilà, bon, les aspects QHSE, j'en ai parlé. Donc c'est vraiment important que vous puissiez être au clair de votre côté sur vos obligations. Voilà. Et donc voilà. Et après, donc, comme je le disais, chez nous, c'est un peu nouveau, mais on essaye de s'inscrire de plus en plus dans des partenariats. C'est pour ça qu'on a rejoint la charte zéro déchet plastique de la région sud avec l'ARB. C'est quelque chose de nouveau pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise, mais on essaye le plus possible de contribuer aux initiatives comme le réseau VRAC, le réseau Consigne, parce qu'on pense que le zéro déchet, ce n'est pas que sur l'emballage consommateur, c'est vraiment sur l'ensemble de la chaîne de valeur.
Et comme on a un savoir-faire, enfin, on a pas mal d'historique sur ce sujet-là, voilà, on est ravis de pouvoir aussi contribuer à ce webinaire et à d'autres. On fait aussi des visites de sites pour ceux qui veulent se projeter sur ces coins centres de lavage industriel. Aujourd'hui, chacun de nos centres lave à peu près 400 000 unités par jour. Donc, c'est quand même assez significatif. Et d'ailleurs, j'en ai parlé vite fait, mais sur la partie emballage primaire, donc le premier centre chez nous dédié à cette activité ouvre là cet été dans le 91, en Île-de-France. Et l'objectif ensuite, c'est de mailler très rapidement chacune des régions de France et des autres pays dans lesquels on est présent. Pour la région sud, donc on a déjà le centre de Cavaillon pour l'emballage secondaire et tertiaire, mais vraiment, on serait très intéressé pour avancer, pour mieux connaître les volumes finalement nécessaires dans cette région-là et ouvrir rapidement le centre voilà, sur le secteur. Merci beaucoup. C'était très, très riche. C'est vrai que on a beaucoup d'informations, mais c'est de la slide sur les différentes questions à se poser en amont du contrat nous paraît vraiment essentielle et très bienvenue. Donc, je vais laisser la parole peut-être à nos participants. S'il y a des questions, des remarques. Oui, Madame Falco, allez-y, bien sûr. Alors, rebonjour pour répondre aux interrogations donc, de Madame Blondeau. La ville de Marseille passe par des marchés publics dès le premier euro engagé pour éviter toutes les histoires et on a été formés, on a tous eu, ceux qui faisons des marchés, on a tous passé un diplôme universitaire à marché public, donc achat public, on est vraiment formatés. Et en fait, quand on fait nos sourcings, on ne prend pas les entreprises avec qui on source. Donc, ne nous approchez pas si vous voulez avoir une chance de répondre à nos marchés. Non, voilà, non. En fait, pour l'instant, nous, rien n'est arrêté puisque nous avons un AMO donc qui mène une enquête et pour savoir un petit peu, on attend des retours d'expérimentation pour savoir ce que va devenir la restauration à Marseille et comment on va procéder. Donc pour l'instant, je ne peux rien dire. Voilà. Parfait, le secret est bien gardé. Oui, je ne sais pas, Anne-Guylaine, si tu souhaites prendre la parole, mais c'est vrai que pour répondre à Éléonore et par rapport à la normalisation, c'est vrai que c'est l'EPARCA, la cuisine centrale de Arles, qui disait que les bacs gastro, de toute façon, sont déjà normés. C'est vrai qu'il y a quelques tailles différentes, mais pour le coup, toutes les cuisines utilisent les mêmes types de… Donc, même s'il n'y a pas d'organisation collective, je veux dire, normalement, le flux est relativement homogène. Quoi. Sur le bac inox, effectivement, évidemment, on est bien informé. Par contre, nous, on a des metteurs sur le marché d'emballage réemployable qui soient en plastique, en inox ou en verre, qui nous contactent parce qu'ils sont en train de développer de nouvelles gammes d'emballage réemployable. Et donc, notamment, on en connaît certains qui sont en train de travailler sur des formats bac inox, mais en plastique. Donc voilà. C'est pour ça que le moins de diversification il y aura dans l'ensemble des emballages réemployés utilisés, le mieux ce sera pour garantir la viabilité. Encore une fois, je suis désolée de parler de ça. C'est en plus, à titre personnel, c'est pas le sujet qui m'intéresse le plus, mais la viabilité économique, hein, parce qu'on sait très bien que s'il n'y a pas de viabilité économique, la viabilité opérationnelle et écologique, ça passera au-dessus de l'ensemble des acteurs. Donc, et qu'en fait, cette standardisation-là, pour la viabilité économique, mais finalement, sert aussi la viabilité écologique et opérationnelle. Donc nous, on est vraiment sponsor, entre guillemets, d'un maximum de standardisation et d'un minimum de références sur le marché. Je pense que ça fera bien écho avec le réseau consigne qui intervient juste après. Il me semble que les acteurs, en effet, il y a des démarches en ce moment et des échanges pour qu'il y ait des uniformisations des contenants, notamment pour tout ce qui est restauration de vente à emporter, etc. Parce que si en effet tout le monde se met à faire chacun sur son territoire des contenants différents, de formes différentes et de tailles différentes, je pense que c'est le fameux, la consigne du verre existait très bien avant. On sait bien que les bouteilles étaient très normalisé pour permettre ça. Donc, c'est vrai que nous, on n'hésite pas à faire pas mal de groupes de travail
où on met tous les acteurs autour de la table, donc les industriels, donc que ce soit les cantines, les cantines centrales, les cuisines centrales, pardon, les cuisines centrales ou les Sodexo, Dior, Compass, etc. Les utilisateurs ou clients, donc les collectivités ou même les consommateurs finaux parfois sont aussi dans la boucle, parce qu'on voit que si on les silote, qu'on ne les met pas en même temps vraiment autour de la même table le même jour, à chaque fois, il y a des informations qui sont perdues et donc il faut refaire des boucles et des boucles. Donc l'idée, c'est vraiment, enfin en tout cas, nous, on est dans plusieurs projets régionaux, nationaux et européens, des groupes de travail où l'ensemble des acteurs sont autour de la table et on voit que ça marche beaucoup mieux dans le développement de la boucle. Parce que tout à l'heure, justement, hein, on voyait bien, le monsieur Maxime Corbier là, de ce matin disait l'operculage, c'est super. Moi, je suis d'accord que du point de vue sécurité, c'est super, mais du point de vue laveur, c'est pas super du tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver des alternatives où tout le monde, on le disait aussi, la moins pire des solutions sera retenue par rapport aux enjeux de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. En fait, il faut vraiment réfléchir en chaîne de valeur. Alors, moi, j'avais une question et puis ensuite, je vous poserai la question de madame Belli. Sur quel périmètre vous travaillez? C'est-à-dire lorsqu'il y a un centre de lavage, jusqu'à quelle distance vous allez pour travailler avec vos En fait, ça, clients? c'est pas vraiment une question où nous, on répond. Nous, on essaie d'avoir le plus fin maillage, territorial de centres de lavage, mais in fine, c'est plutôt le possesseur du parc réemployable qui va nous dire, moi, je veux que mes emballages ils soient sur tel centre. Voilà, nous, en soi, on n'a pas de, on est assez internationaux, donc en fait, nous, on peut aller partout. Évidemment, si les emballages sont consommés en région sud, on va essayer de les laver sur le centre Occitanie, sur les centres de Cavaillon. Mais ce n'est pas le sujet du rayonnement, c'est plus en ce qui nous concerne le sujet du pooleur, de celui qui possède le parc. Voilà. Nous, on essaye d'avoir le maillage le plus fin. En l'occurrence, on a pour ambition de développer un centre d'emballage primaire pour chaque région de France d'ici 5 ans. Mais ici, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont, je dis n'importe quoi, mais en région sud et qui veulent commencer un test et que malheureusement, aujourd'hui, nous, on n'a que le centre dans le 91 qui soit disponible. Entre guillemets, nous, c'est complètement faisable de notre côté. Après, c'est un test. On recevait l'ADEME la semaine dernière sur notre centre de lavage en Île-de-France parce qu'on a eu une aide de l'ADEME. Ils nous disaient, on peut très bien comprendre que dans le cadre d'une expérimentation, parfois les distances ne sont pas complètement écologiques, entre guillemets, mais l'idée, c'est déjà de tester la faisabilité opérationnelle. Si ça fonctionne, ensuite de tester le modèle économique, et après, on sait très bien qu'il faut régionaliser les centres pour que ce soit écologiquement aussi viable. Donc, voilà. Donc, l'ADEME nous a dit, et comme moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement sur l'aspect environnemental, nous a dit, bon, on peut comprendre que pour des expérimentations, les distances parcourues soient un peu plus longues que ce que ce sera à terme. Parce que, comme on le disait, nous, on peut ouvrir un centre, mais il nous faut des clients, des volumes. Donc, aujourd'hui, on a fait l'investissement et on a pris le risque d'un premier centre en Île-de-France, sachant qu'en l'ouvrant, on sait qu'il ne sera pas plein. Et donc, c'est un investissement de plusieurs millions d'euros. On essaie déjà de remplir celui-là et ensuite de prouver qu'on sait faire, parce qu'on sait laver depuis toujours, mais c'est quand même de nouveaux emballages pour nous aussi. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a une aide de l'ADEME parce qu'on développe des nouveaux procédés aussi chez nous. D'un, de prouver qu'on sait faire et puis de deux, que nos clients testent ici et après veulent le déployer chez eux. Et si après, on se tient la main et on se dit, on y va ensemble pour 10, 50, 100 millions d'emballages lavés sur mon territoire, nous, on y va. Hein. C'est comme ça qu'on fonctionne en fait avec nos clients. On a des contrats sur 5 à 10 ans de X millions d'unités par an. Évidemment, on en a aussi sur la partie emballage primaire qui nous parle de centaines. Hein, mais c'est vrai que nous, on est plus habitués aux millions. Mais en fait, si on cumule les centaines, à la fin, on arrive à des milliers, puis j'espère bientôt des millions. Donc, voilà.
Alors, je vous partage la question de Madame Belli, elle demandait si vous aviez connaissance de quelque chose qui peut remplacer les plateaux des selfs qui sont souvent en plastique et que vous laveriez, par exemple, en ce qui vous concerne. Alors, je sais qu'il existe des plateaux en soi-disant plastique biosourcé, biodégradable, et cetera. À titre personnel, moi, je ne suis pas forcément favorable à tout ce qui est biosourcé, biodégradable, puisque je sais très bien que ça contient tout à fait plein de pétrole. Donc, moi, je préfère un bon PP 100% ou un bon PET 100% parce qu'ils sont recyclables qu'un soi-disant biosourcé, soi-disant biodégradable. Donc, sur les plateaux, nous, aujourd'hui, on ne lave pas de plateau, si je ne dis pas de bêtises. Mais après, le plateau, aujourd'hui, il est lavable et il est réemployable. Hein, le plateau en Je plastique peux répondre à cette question. est lavable et réemployable. Voilà. Oui, en fait, c'est parce que les collectivités sont contraintes aussi de trouver des solutions pour les… Enfin, je suis tout à fait d'accord sur le positionnement du plateau recyclable plutôt que des pseudo-innovations bio quelque chose qui, en fin de chaîne, ne le sont pas. Par contre, Madame Belli, si vous voulez, je sais que la région, dans le cadre de la gestion des cantines de ces lycées, est allée assez loin, je crois, dans le sourcing de tout ce qui est… alors, c'est peut-être pas votre besoin, vous, c'est des plateaux simples, d'après ce que je comprends, mais eux, ils sont en pleine réflexion sur le passage à des plateaux, comme le disait Madame Falco ce matin, je crois, ou je ne sais plus, qui sont compartimentés en inox. Et en fait, ça simplifie beaucoup. Voilà, je le laisse compléter si vous voulez, Madame Falco. C'est la ville de Paris qui a fait ça, qui a mis donc des plateaux inox compartimentés. Alors, c'est super parce que vous n'avez plus de casse à gérer. Tout est sur le plateau. Il n'y a pas d'équilibre précaire, etc. La difficulté, c'est en termes d'image. Parce que les parents, les remontées des parents d'élèves, on a l'impression qu'en fait, ils sont à Fleury-Mérogis, nos enfants. Voilà. Donc, il faut faire attention avec ce genre d'outils. Donc, voilà. Mais donc, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Après, je ne sais pas en termes de poids si c'est plus lourd ou pas. Donc, voilà. Je crois qu'en termes de poids, c'était… Les compartiments, ça peut poser des enjeux au niveau du lavage aussi. Hein. Oui, mais ça passe au lave-vaisselle. Enfin, moi, je l'ai fait passer au lave-vaisselle, donc voilà. Mais après, c'est vrai qu'on a une grosse pression des parents, une grosse pression politique, mais une grosse pression des parents d'élèves aussi. Hein. Donc, ce n'est pas évident de gérer toujours ça. En tout cas, ce qu'il faut éviter, si jamais vous avez à développer ce genre de plateau-là, c'est tout ce qui est évidemment angle droit, Oui. les couvercles avec les joints, enfin, voilà, il y a des petits tips comme ça, effectivement, que nous, derrière, en tant que laveur, voilà, c'est quand on fait du lavage manuel, c'est très bien, mais c'est difficilement scalable en fait du point de vue économique. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, l'objectif, in fine, de l'ensemble du marché, c'est de réussir à avoir un réemployable au prix du jetable. In fine, c'est ça. Donc, voilà, si on veut pouvoir automatiser certaines parties de la chaîne, il y a des bons réflexes à avoir. Et est-ce que vous avez pensé en matière de transport? Bon, moi, je parle de Marseille, c'est une grande ville, hein, donc de pouvoir faire transporter par train ou par d'autres moyens les bacs jusqu'à vos usines. On est en début de réflexion. Moi, j'ai plusieurs casquettes au sein de l'entreprise, notamment celle de développer la démarche RSE de l'entreprise et de tout ce qui est calcul d'impact. Donc, on a lancé un groupe de travail là depuis, c'est tout frais, quelques mois sur finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire parce qu'aujourd'hui, on fait que du 33 tonnes, entre guillemets, des camions complets. Donc déjà, est-ce qu'on ne pourrait pas réussir à avoir la logistique urbaine en triporteur, en électrique, sachant que dans nos fournisseurs, enfin les sous-traitants avec lesquels on travaille sont quand même parfois déjà en camion hydrogène ou en camion hybride ou des choses comme ça. Mais déjà, on essaie déjà de recenser ce qu'on fait déjà. Ça, on est en train de le faire. Et puis, on essaie d'améliorer. Et le train fait partie effectivement des pistes. Mais bon, disons, l'objectif, c'est quand même d'avoir un centre par région. Donc après, il y a les TER, hein, mais c'est vrai que si on a un centre par région, en tout cas de toutes les études d'ADEME que j'ai pu lire jusqu'à présent, normalement, même avec un transport thermique, entre guillemets, on rentre quand même dans une vertuosité. Ok, merci.
Alors, s'il n'y a plus de questions ou de réflexions sur ce sujet, on va passer à la suite. Merci beaucoup, Madame Blondeau, pour cette présentation qui était vraiment très, très riche aussi. Merci. Merci à vous.